Easy présente les cahiers de la Harvard Business Review. Cultivez votre intelligence émotionnelle. Mindfulness, bonheur, empathie, résilience. Lu par François Hatt. Préface de Charlotte Laurent de Harvard Business Review France. L'intelligence émotionnelle, l'art de raisonner avec les émotions. 135. C'est le nombre d'émotions différentes que nous, êtres humains, sommes capables de distinguer, selon les travaux du psychologue Phil Shaver, menés il y a 30 ans. Et c'est bien cette capacité à reconnaître cette palette d'états affectifs qui constitue la toute première composante de l'intelligence émotionnelle. Un concept introduit en 1990 par les psychologues Peter Salovey et John Mayer comme l'habilité à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu'à réguler les émotions chez soi et chez les autres. Popularisé par le psychologue Daniel Goleman en 1995, cette idée a redéfini la notion même d'intelligence, au point que le quotient émotionnel, ou QE, rivalise aujourd'hui avec le QI. Alors comment expliquer que les émotions, notamment les plus négatives, ne soient pas les bienvenues au travail ? Le psychiatre Serge Tisseron n'a pourtant pas manqué de nous rappeler, en marge de notre rencontre, que la psychanalyse avait montré que nous ne pouvions pas nous en débarrasser. Des études ont même prouvé qu'essayer de les minimiser ou de les ignorer ne sert en réalité qu'à les amplifier, insiste la professeure Susan David et la coach Christina Congleton, qui plaident pour une plus grande agilité émotionnelle. C'est parce que les émotions sont essentielles, y compris en entreprise, qu'Harvard Business Review France consacre ce nouveau must à l'intelligence émotionnelle et vous lance un ambitieux défi. Être plus conscient, plus heureux, plus empathique et plus résilient. Points de vue, conseils et travaux de recherche ne sont pas pour autant regroupés ici pour vous fournir une boîte à outils pratique, mais bien pour vous permettre de vous interroger sur votre vie professionnelle intérieure et celle des autres, en conjuguant psychologie, management et neurosciences. En voici un avant-goût. Le professeur Ed Diener a montré que le meilleur indicateur du bonheur n'était pas l'intensité des expériences positives, mais leur fréquence. Preuve que ce sont les petites choses qui comptent, comme prendre le temps de se plonger dans un livre audio. Bonne écoute. Chapitre 1. Mindfulness. Vivre est un ensemble de moments, rien de plus. Une conversation sur la pleine conscience avec Ellen Langer, menée par Alison Beard, senior editor à Harvard Business Review États-Unis. Depuis près de 4 décennies, les travaux de recherche d'Ellen Langer portant sur la pleine conscience ont profondément influencé les modes de pensée dans un éventail de domaines allant de l'économie comportementale à la psychologie positive. Ils ont en effet révélé qu'en prêtant attention à ce qui se passe autour de nous, plutôt qu'en fonctionnant en mode pilote automatique, nous pouvons réduire notre stress, libérer notre créativité et booster nos performances. Ces expériences, en sens inverse des aiguilles d'une montre, par exemple, ont démontré que des hommes âgés pouvaient améliorer leur état de santé simplement en se comportant comme s'ils avaient 20 ans de moins. Dans cette interview accordée à Alison Beard, Ellen Langer applique sa réflexion au leadership et au management dans une époque où la confusion est de plus en plus de mise. Commençons par les fondamentaux. En quoi consiste exactement la pleine conscience ? Comment la définiriez-vous ? La pleine conscience, ou mindfulness en anglais, est un processus qui consiste à remarquer activement des choses nouvelles. Pratiquer la pleine conscience vous inscrit dans le présent, vous rend plus réceptif au contexte et aux perspectives.
c'est l'essence même de l'engagement. Et cela génère de l'énergie au lieu d'en consommer. L'erreur que commettent la plupart des gens est de partir du principe que tout ce travail de réflexion est stressant et exténuant. Mais ce qui est stressant, ce sont toutes les évaluations négatives machinales que nous faisons, associées à l'inquiétude de rencontrer des problèmes et de ne pas être capable de les résoudre. Nous recherchons tous la stabilité. Nous aimerions pouvoir maintenir les choses en place en nous imaginant que si nous y parvenons, nous pouvons les contrôler. Mais comme tout change constamment, cela ne marche pas. En fait, cela vous mène plutôt à perdre le contrôle. Prenez le cas des processus au travail. Lorsque les gens disent « c'est comme cela qu'il faut le faire », ce n'est pas vrai. Il y a toujours plusieurs manières de faire, et la manière que l'on choisit devrait toujours dépendre du contexte. On ne peut pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec les solutions d'hier. Ainsi, lorsque quelqu'un vous dit « apprenez ceci jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature », il faut qu'une alarme retentisse dans votre esprit, car cela signale une approche machinale. Les règles que l'on vous donne sont des règles qui fonctionnaient pour ceux qui les ont créées. Et plus vous êtes différent de cette personne, pire elles seront pour vous. Lorsque vous agissez en pleine conscience, les règles, les routines et les objectifs vous guident, mais ne vous gouvernent pas. D'après vos travaux de recherche, quels sont certains des avantages spécifiques de la pleine conscience ? Obtenir de meilleures performances, pour n'en citer qu'un. Nous avons réalisé une étude sur un orchestre symphonique au sein duquel il s'avère que les musiciens s'ennuient à mourir. Ils rejouent les mêmes morceaux encore et encore, mais c'est une profession prestigieuse que l'on n'abandonne pas comme ça. Aussi avons-nous demandé à certains d'entre eux d'interpréter un morceau de 2 manières différentes. Les premiers devaient reproduire une interprétation qu'ils avaient aimée, c'est-à-dire jouer relativement machinalement, et les secondes devaient livrer une interprétation personnelle assez nouvelle et subtile, c'est-à-dire jouer en pleine conscience. Je vous rappelle qu'il ne s'agissait pas de jazz, et les changements étaient donc effectivement très subtils. Mais lorsque nous avons fait écouter les enregistrements de ces symphonies à des personnes ignorant qu'il s'agissait d'un sujet de recherche, elles ont à une écrasante majorité préféré les morceaux joués en pleine conscience. Nous étions donc en présence d'un groupe qui livrait une interprétation pour laquelle chacun jouait à sa manière, et le résultat était meilleur. On considère généralement que si on laisse chacun faire selon son idée, le chaos s'ensuivra. Lorsque les gens le font de manière rebelle ou indisciplinée, cela peut être le cas. Mais si tout le monde travaille dans le même contexte en étant tout à fait impliqué, il n'y a aucune raison de ne pas obtenir une performance coordonnée qui soit meilleure. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.